Bienvenue dans votre émission 7e Sens. Je rappelle un format de débat dédié à donner du sens au sens avec aujourd'hui un homme sensé, un homme politique en l'occurrence, Abdeslam Sderri. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation, si Abdeslam Sderri. C'est avec plaisir. Plaisir partagé. Je rappelle que vous avez été ministre en charge de l'emploi et des relations sociales, que vous êtes économiste et que vous êtes membre du bureau politique du PPS, le Parti du Progrès et du Socialisme. Thématique de débat aujourd'hui, 7e Sens. On est à J-2 de ce quart de finale contre Maroc-France jeudi soir. Et en même temps, on était à peu près à 2 mois. Un peu plus de 2 mois des élections législatives 2026 que certains considèrent comme une échéance électorale stratégique, en tout cas importante. Et du coup, on essaie de faire un lien avec vous entre à la fois cette Coupe du Monde de foot et à la fois ces élections législatives 2026. Est-ce qu'on a considéré que le football performe et pas la politique? D'abord, je crois que c'est une bonne coïncidence, le fait que l'on assiste à une Coupe du Monde extraordinaire, excellente, avec vraiment la montée de notre équipe nationale. Il a quand même monté ses performances. C'est pas facile de vaincre des grands pays comme il l'a fait avec les Pays-Bas. C'est quand même c'est une grande équipe contre la dernière fois également. Maintenant, il nous reste on est à le quart de finale. Le match de jeudi, je crois, il promet. Et ce n'est pas gagné d'avance, ce n'est pas perdu d'avance. Mais je crois que les Marocains, sincèrement, sans le chauvinisme aucun, ils partent à jeu égal avec la France. Donc pour Abdeslam Sderri, c'est 50% de chance de gagner ou 50% de chance de perdre. En tout cas, c'est 50-50 pour ce quart de finale contre la France jeudi soir. Mais il y a une question qui est là, qui s'est installée un peu dans le paysage aussi. C'est de se dire, mais pourquoi on arrive à réussir à performer et être dans le top 5, voire le top 6 depuis la défaite du Brésil? D'ailleurs, peut-être qu'on va rejoindre le top 5 des plus grandes nations de football au monde, classement FIFA. Tout à fait. Et en politique, par contre, c'est pas attractif. On est à un peu plus de 2 mois des élections législatives. Ça sera le 26 septembre prochain. Et là, par contre, effectivement, on a l'impression, en tout cas le ressenti, que ça intéresse pas grand monde. Alors, je vais vous dire, je lis beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux. On oppose un peu la réussite dans le football et l'échec dans l'économie, etc. Je crois que c'est un faux débat. C'est un faux débat dans la mesure où, quel que soit, de toutes les façons, pour moi, quand je vois un match de football, que le Maroc sort gagnant, il y a quand même une certaine satisfaction populaire, qu'on le veuille ou non. En football. C'est une fierté nationale. Mais pourquoi c'est pas une fierté nationale en politique? Donc c'est pour cela que je dis qu'il faut que nous profitions, nous profitions de nos réalisations au niveau du foot pour les dupliquer sur l'économie et sur le social. 3 choses. On va revenir là-dessus. C'est intéressant. 3 choses. La réussite du sport, de football, est due à 3 éléments fondamentaux, à mon sens. D'abord, on a mis les moyens qu'il faut. En termes d'infrastructure, qui est quand même de haut niveau, je parle de l'Académie Mohamed VI. C'est quand même J'ai jamais été, mais je sais que c'est une œuvre extraordinaire. Oui. De l'engagement de la plus haute autorité du pays, c'est Sa Majesté le Roi. Avec une vision, une stratégie, on est d'accord. Ça, c'est le deuxième. Oui. Et il y a quand même la vision et la continuité. La vision et la continuité, on a misé sur le football, c'était une très bonne, parce que ça fait partie de soft power. Qu'on le veuille ou non, le Maroc gagne sur beaucoup d'aspects. Mais quand on a misé sur le football, quand vous dites on a misé, on a investi sur le football, c'est pour ça que ça marche. Mais on a misé, on a investi aussi sur les. On a investi, c'est ça. Sur le budget. Il y a une volonté ferme, parce que c'est l'enjeu à la fois et du sportif, mais il est politique et économique. Mais en même temps, j'ai envie de dire, on a investi aujourd'hui, en tout cas dans la loi de finances 2026, plus de 10 milliards de dollars dans l'éducation et la santé.
Donc on voit bien aussi que l'infrastructure, quand vous faisiez effectivement référence à l'infrastructure, il y a de l'infrastructure aussi en termes d'investissement public, investissement record, 380 milliards de dirhams, même si on est autour de 70% de taux d'exécution, mais on investit aussi, on le voit ces dernières années, massivement dans l'éducation et la santé, et pour autant, on n'a pas les mêmes résultats qu'en football. Pour autant, c'est très simple, parce qu'il n'y a pas d'évaluation. On ne fait pas d'évaluation, il n'y a pas de redevabilité, de règlement de contrôle, il n'y a pas de contrôle. C'est un problème. Parfois, on mobilise des enveloppes importantes, comme tu viens de le dire à juste titre, mais les résultats ne suivent pas. Il y a un problème de gouvernance, donc ça veut dire c'est un problème sérieux. Ça veut dire qu'il y a une bonne gouvernance au niveau du football, c'est-à-dire que, et une mauvaise gouvernance au niveau politique. Ce que je pense. Je pense parce qu'il y a, au niveau du football, il y a le centre de décision est limité. Dans d'autres domaines, c'est un peu éparpillé. Et on ne sait pas qui fait quoi. C'est ça le problème. Normalement, il faut responsabiliser un ministre ou quel que soit, le responsabiliser. Il faut qu'il rende des comptes à la fin de l'exercice. Sinon, on n'a pas ça. En politique. Par contre, on l'a au niveau du football. Non, je parle en politique. Mais ce qui est intéressant, est-ce que du coup, parce que je rappelle que c'est pas la première fois que les Lions de l'Atlas s'illustrent au niveau mondial. Il y a eu cette demi-finale de Coupe du Monde au Qatar, d'ailleurs, où on avait rencontré la France en demi-finale. Il y a eu la CAN qui, on verra ce que va le verdict définitif du TAS, mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, on est champion d'Afrique et on verra bien ce que dira le tribunal du sport. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment, est-ce que la politique aujourd'hui, dans la perspective des élections et de la constitution de nouveaux gouvernements, doit nécessairement s'inspirer du modèle de gouvernance footballistique, avec un président de fédération, avec un sélectionneur et avec des joueurs où chacun a son périmètre. Sans aller jusque-là, je vais te dire, c'est Rachid, si on veut réussir en économie et en politique, il faut appliquer strictement la Constitution du Maroc. La question de 2011. Malheureusement, on a un très bon texte. C'est quand même une constitution qui a été adoptée à la quasi-unanimité et qui a été l'œuvre de tout un peuple. La constitution, c'est pas la constitution qui permet une gouvernance politique efficace et efficiente. On parle de redevabilité, il est dans la constitution, mais on l'applique pas. Il y a la séparation des pouvoirs, on l'applique pas. Il y a la responsabilité du gouvernement, on l'applique pas. Il y a des instances de gouvernance. Pratiquement leur travail n'est pas pris, leurs rapports ne sont pas pris en considération. Nous avons, quand vous prenez les publications de CC, du Conseil économique social ou de la Cour des comptes, c'est des rapports extraordinaires, mais on ne les prend pas en considération. Donc c'est ça le problème. Et puis, nous avons un Parlement, peut-être on reviendra après, nous avons un Parlement qui ne joue pas son rôle. Un Parlement inefficace. Il n'y a pas de compétences. Donc ça veut dire qu'en fait, les Marocains, donc il faut revoir notre système. Il faut revoir fondamentalement notre système. Notre système, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aux valeurs aujourd'hui, nos citoyens ont raison s'ils ne vont pas voter? Est-ce que ça veut dire que nos citoyens qui se disent, mais moi je m'identifie à Ayoub Ouaddi ou à Sim Mazraoui ou à Sissé Barré, ils ont complètement raison parce qu'effectivement s'identifier à un homme politique, c'est-à-dire avec un grand H, une femme politique chez nous, ça n'a pas de sens. Une fois parce que c'est ça qui va avoir l'esprit. Non, il faut donner du sens à la politique. C'est là notre problème. D'ailleurs, le débat qui a eu lieu dernièrement, la question du sens de la politique a été largement soulevée. On se prépare aux élections, on ne sait pas quoi faire. À quoi ça va servir, à la limite? Ça sert à dégager une majorité, un gouvernement. Qu'est-ce qu'on va faire, ce gouvernement-là? Est-ce qu'il a un projet? Il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet. On va aller aux élections. Il n'y a pas de débat sérieux sur l'avenir de notre pays. Quelles sont les attentes du peuple, de notre peuple? Quels sont les grands défis de notre pays dans un monde qui est en train de se transformer? Donc il y a toutes ces questions-là qui méritent d'être débattues. Il n'y a pas suffisamment de débats chez nous. Chacun travaille de son côté.
les élections se passent de la manière dont vous le savez. Malheureusement, c'est comme ça. Actuellement, alors que nous parlons, des informations qui nous viennent des différentes régions, déjà l'argent commence à être distribué à grande échelle. C'est ça le problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au Valeur aujourd'hui, effectivement, on est en pleine Coupe du Monde de football, à J-2, à l'avant-veille de ces quarts de finale Maroc-France. Les citoyennes et les citoyens sont massivement, on va pas dire, on n'a pas de chiffres statistiques, donc je vais pas dire que 90 ou 95% des Marocains sont derrière le lion de l'Atlas, soutiennent leur équipe, mais on n'est pas loin. 100% des Marocains sont derrière tu ne peux pas réaliser l'euphorie populaire. Moi, j'ai été, certainement. Et des gens sortent après le match. Bon, on l'a vu après le match contre le Canada ou dans toutes les villes. Et le jeudi, j'espère qu'on va gagner. Et c'est à notre portée. Parce que je suis pas un spécialiste de foot, mais je vois, j'ai vu la France jouer, le Maroc jouer. On est pratiquement à égalité, sinon le Maroc est meilleur. Sincèrement, sans chauvinisme. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucun responsable politique chez nous, dans notre pays, leader politique, chef de parti ou pas d'ailleurs, il n'y en a aucun qui est capable de faire descendre dans la rue des Marocaines et les Marocains par un plébiscite? C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'en fait aujourd'hui, c'est une équipe de football. Les Marocains, il y a une descente, la génération Z, oui. Quand ils sont descendus dans la rue, c'est un message. Un message à retenir. C'était autour de 3 thèmes. L'école, la santé et contre la corruption. C'est ça, la corruption, c'est un mal endémique. Mais est-ce que c'est pas l'échec des politiques, ça? Est-ce que ça, c'est pas l'échec des politiques, justement, le fait que cette corruption soit ambiante? C'est l'échec de la politique, mais en même temps, la corruption, il a pollué également la politique. Il y a un autre point aussi. Je vais vous dire une chose. Oui. J'habite à Tanger. Je connais un petit peu, je vois un peu comment les choses se passent. Il y a une grande différence entre ce qu'on écrit, ce qu'on voit, ce qu'on lit, et ce qui se passe sur le terrain. Sur le terrain, il y a un groupe limité de voyous qui contrôlent le champ politique. Avec quoi? Avec l'argent de la drogue et des moyens énormes. Imaginez-vous un député, un candidat qui dépense jusqu'à 20-30 millions de dirhams pour avoir. Ce n'est pas sûr qu'il passe. Il y a de l'argent facile, parce qu'il est gagné facilement, donc il est distribué. Il corrompt. Tout le monde est corrompu. On ne peut pas imaginer. Il y a des choses malheureusement que je ne peux pas dire au public. C'est trop. Et ça me rend malade à la limite. En tant que militant, en tant que citoyen marocain, qui a cru quand même à des valeurs, nous avons consacré toute notre vie pour un Maroc meilleur, pour un Maroc différent. Malheureusement, les choses se passent autrement. Et il y a moi, je suis navré de le dire, mais c'est touchant. À la limite, ça décourage les militants. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, alors que nous parlons, il y a des candidatures, mais pratiquement les militants n'ont aucune chance de passer aux élections. N'ont aucune chance. C'est-à-dire les militants du PPS ou les militants tout court? Les militants du PPS, les militants de la gauche surtout. Parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens que d'autres partis mobilisent. On connivence avec les milieux louches. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y avait 30 personnes, 30 députés qui ont été poursuivis. Certains ont été jugés avec des jugements très... Avec des verdicts lourds. Voilà. Mais ça veut dire quoi? Alors, si on ne fait rien, oui, pour changer cette situation-là, je me demande à quoi bon d'organiser des élections. Dans la perspective des élections, je l'ai dit, on est pratiquement un peu plus de 2 mois de cette échéance du 26 septembre prochain 2026. Le PPS, parce que je rappelle, et je vous ai présenté d'ailleurs comme tel également, membre du bureau politique du PPS, comment ça se passe? On a l'impression qu'en fait, aujourd'hui, on est le 7 juillet, on est en roue libre politiquement. Pas de meeting d'organiser, quelques meetings du RNI, on le voit de temps à autre, mais on voit pas, il n'y a pas de programme électoraux. Est-ce que les politiques attendent la fin de la Coupe du Monde pour commencer un petit peu à organiser des événements et des meetings, oui?
généralement, nous tenons pas mal de réunions, pratiquement chaque fin de semaine, parce que nous organisons les congrès provinciaux et régionaux. C'est le moyen de renouveler un petit peu les dirigeations locales et de booster un peu le travail politique localement. Ça d'une part. D'autre part, en ce qui concerne notre programme, on l'a appelé programme gouvernemental, notre programme électoral, il est prêt, mais on n'a pas voulu l'exposer dans cette atmosphère de la Coupe du Monde. Comme c'est coïncide également avec des vacances, on a reporté ça à la fin août. Fin août. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucun programme électoral, en tout cas, de la part du PPS qui sera présenté avant fin août. Mais dans nos réunions, on donne quand même les grandes lignes du programme, de notre programme. C'est un programme un document qui est chiffré. Chaque mesure est chiffrée. C'est la première fois qu'on l'a fait. Et ça donne quand même, ça donne à notre sens de la crédibilité. Est-ce que le PPS compte aussi surfer, entre guillemets, en tout cas essayer de tirer des dividendes politiques du parcours des Lions de l'Atlas aux États-Unis lors de cette Coupe du Monde 2026? On l'a vu, l'impact du football et d'une Coupe du Monde chaque fois qu'elle est organisée dans un pays a un impact aussi politique. Est-ce que là, du coup, du côté du PPS, parce que je parle du PPS, mais on pourrait sonder aussi, et je pourrais poser la même question à d'autres formations politiques, est-ce que du côté du PPS, vous comptez aussi vous dire, voilà, plus les Lions de l'Atlas iront loin, ce que nous souhaitont bien sûr tous, plus politiquement il y aura des dividendes, voire des bénéfices à retirer? Il y aura un dividende, vous savez très bien, quand un match de football est regardé par des milliards, 3,5 jusqu'à 4 milliards de personnes à travers le monde. Pour la finale. Hein? Pour la finale. Ouais. C'est quand même une publicité très importante. Et les gens, d'abord, c'est un impact direct sur le tourisme. On l'a vu, après le mondial de 2022 au Qatar. Le tourisme a connu vraiment un élan considérable. Et puis, des investissements étrangers. Puis le Maroc, il devient connu à travers le monde, c'est quand même important. Donc c'est plus, en fait, le football et surtout la réussite dans le football, du coup, c'est plus efficace que la réussite en politique ou en diplomatie. Est-ce qu'on peut dire ça aussi? Non, ça va de pair. Ça facilite. Mais qu'est-ce qui est le plus puissant? Il faut que la diplomatie, c'est-à-dire, utilise. Bon, on voit bien que le football, c'est la dynamo. Oui, bien sûr. Et la réussite? Ça se complète. Ça se complète. Alors c'est intéressant parce qu'on quand on a dit que c'est marocain, vous avez une grande équipe. Tu vois, c'est quand même important au niveau de la fierté nationale. Et ça, le problème du foot. C'est pas bon, mais bien sûr. C'est important. Et le Maroc, il gagne beaucoup. Ce n'est pas par hasard que Sa Majesté s'est investi. Il suit les choses de plus près. Et que lors de la victoire, les joueurs ont notamment le capitaine d'équipe, il a envoyé un message à Sa Majesté le Roi pour le remercier. Parce qu'ils savent que c'est le Roi qui est à l'origine de cette réussite. De cette réussite. Justement là-dessus, cette réussite aussi, est-ce que Fawzi Larja, et là je parlerai beaucoup plus de Fawzi Larja en tant que président de la Fédération royale de football que ministre délégué au budget, est-ce que du coup, la réussite, et on l'espère d'ailleurs qu'ils iront le plus loin possible et qu'ils seront, limite on peut rêver aussi, rêvons ensemble, que les Lions de l'Atlas soient présents le 18 juillet prochain, parce que ce sera le jour de la finale de cette Coupe du Monde. Fawzi Larja, qui est aussi un homme politique, vous avez vu comme moi, il y a quelques jours, il y avait cette rumeur qu'il a tout de suite démenti, qu'il pourrait rejoindre un parti politique, en l'occurrence le PAM, et qui pourrait donc du coup, et même, pourquoi pas, dans son message, on voit bien qu'il n'écarte pas totalement l'option et la possibilité de se présenter aux prochaines élections. Est-ce que du coup, on pourrait avoir un mélange aussi, pas argent et politique, ce que vous avez toujours dénoncé dans vos chroniques, mais se dire football et politique. Et de se dire que là, et que ce qui pourrait constituer quelque part un véritable enjeu pour ces élections du 26 septembre prochain. Oui, c'est Rachid. Là, c'est de l'humeur que circule. Concernant... Que Fawzi Larja a démenti. Oui, mais moi, je ne le discute pas sur la base du vraiment. D'abord, Larja, comme citoyen, il a entièrement droit
de se présenter à une élection ou pas. D'adhérer à un parti, politique, etc. On ne peut pas l'empêcher, au contraire, c'est une bonne chose. Mais je ne vais pas bâtir tout un raisonnement sur des hypothèses et des rumeurs. Le jour où ça viendra, Mais est-ce que au niveau du PPS, vous écartez effectivement totalement l'option possible, hypothétique, que Fawzi Larja joue un rôle en se présentant aux élections ou en adhérant à un parti et du coup qui pourrait le propulser chef du gouvernement? Est-ce que ça c'est un scénario au niveau du PPS que vous écartez totalement, ou alors vous dites effectivement cette option pour avoir du crédit? Je vais vous dire sincèrement, ce n'est pas un sujet de discussion au sein du PPS. Pas du tout un sujet. Non, pas du tout. Ce qui nous intéresse actuellement, c'est de nous concentrer sur la préparation des élections et sur l'amélioration de la performance de notre parti. Performer comme au football. À la limite, parce qu'on n'est pas intéressé par il va adhérer à un autre parti, c'est pas un autre parti. Mais s'il venait au PPS, est-ce que vous seriez preneur? S'il faut Fawzi Larja, alors c'est intéressant parce qu'effectivement il a démenti le fait qu'il allait rejoindre le PAM lorsque ça a été plus ou moins annoncé par une co-dirigeante d'ailleurs du parti, en l'occurrence du PAM. Mais si Fawzi Larja décidait demain ou après-demain de rejoindre le PPS, c'est intéressant d'avoir la réponse de Absem Siddiqui là. Ça se discute comme avec les autres qui ont rejoint le parti. Le parti est ouvert. Il n'est pas la propriété exclusive. Vous allez discuter de son accréditation, vous allez créer un comité de validation de la candidature de Fawzi Larja pour rejoindre le PPS? Nous avons des statuts que nous appliquons à tout un chacun. En tout cas, il y a un chef de parti de l'opposition, en l'occurrence c'est Mohamed Ouzine, patron du mouvement populaire, qui a dit effectivement, nous, si Fawzi Larja il veut rejoindre le mouvement populaire, d'autant plus qu'il a des racines, voilà, qui sont proches de la ligne de pensée. C'est son point de vue. Du MP. Sur le plan humain, nous avons de bonnes relations avec Al-Khaja. Moi, je l'ai connu quand j'étais au ministère. Elle était à ce moment-là directeur du budget, quelqu'un de sympathique, de serviable, avec le parti, on le respecte, enfin, comme on le respecte tout le monde. Il n'y a pas de... Mais, on va pas... Il fait du bon travail, Fawzi Larja? Est-ce qu'il fait du bon travail à vos yeux? Est-ce que son travail est... Parce qu'on a vu aussi certaines voix s'élever, certaines voix critiques un peu sur les réseaux sociaux en disant mais attention parce que la gestion des finances publiques, ça laisse à désirer. Dans le sport, du coup, oui, il est dans le sport, je crois qu'il s'en sort très bien, même si j'ai lu dernièrement des informations, mais ça reste à vérifier, comme quoi il abuse un peu trop de la dépense de la dépense. Du budget alloué à la fédération. Mais on n'a pas, je n'ai pas de chiffres, sincèrement, je ne peux pas certains vous diraient que quand en parler. Le succès attire toujours la critique. Vous l'avez réussi d'ailleurs. Sa manière de diriger le département finance, bien sûr, il fait partie de la politique gouvernementale et une hirondelle ne fait jamais le peloton. Et nous, on analyse la politique gouvernementale dans son ensemble, pas de façon sectorielle. Donc vous dites, Fawzi Larja fait du très bon travail au niveau de football. Par contre, au niveau gouvernemental, au niveau politique, même s'il n'a pas d'étiquette partisane officielle, vous êtes beaucoup plus critique. Vous dites aussi, le bilan gouvernemental, c'est aussi un peu le bilan de Fawzi Larja. Du gouvernement, parce qu'il est membre du gouvernement. C'est un bilan gouvernemental. Il n'y a pas de bilan même si actuellement certains partis de la majorité essayent de se retirer pour se dédouaner, pour mettre tout sur le dos du RNI. Le dos du RNI, je crois que ce n'est pas, à mon avis, non. Il faut être, ils se sont toujours exprimés que c'est un gouvernement homogène, il n'y a pas de dissension, donc il faut être conséquent jusqu'au bout. Solidaire jusqu'au bout. Justement, là-dessus, juste une dernière question. Fawzi Larja, si certains le verraient comme un peu le sauveur et celui qui redonnerait du sens à l'élection du 26 septembre prochain, vous qui parliez de redonner du sens politique, vous dites vous non? Moi, je crois que le sauveur, c'est pas une seule personne.
pour sauver le pays. Même c'est un mouvement. Un mouvement politique. Quand on est en capacité de mobiliser des dizaines de millions de personnes au Maroc, Marocains et Marocains ici et ailleurs, imaginez un instant que le 18 juillet prochain, bon, bien sûr il faut passer l'étape de jeudi prochain contre la France, si on se retrouve pas loin d'être champion du monde ou autre, oui. est-ce que là du coup les bénéfices pourraient être tirés, pas pour élargir, mais des bénéfices politiques? Mais les bénéfices ne vont pas être imputés uniquement à une personne. C'est les bénéfices d'une équipe, d'un pays. D'un sélectionneur d'ailleurs aussi. Donc il ne faut pas, je crois, simplifier, réduire les choses. Même si ça se produit, vous direz attention. Réduire les choses à des personnes. À une personne. Donc vous dites voilà, même s'il y a une personne auquel, c'est ça Majesté le roi. À part le roi, je ne vois pas une personne qui va faire le miracle. En tout cas, le PPS est en course. Vous dites, le programme sera du parti, il est déjà chiffré, il est conçu, il est conceptualisé, et il sera présenté certainement fin août, parce qu'il y a une période de vacances. Déjà, un Coupe du Monde, plus les vacances estivales. On le présente, partiellement pas. Au niveau de la presse, on va le présenter fin août. Fin août, au niveau de la presse et du grand public. Ambition du PPS pour cette échéance 2026. Je rappelle sincèrement, oui. On a de très bons profils au niveau des candidats. Nous demandons bien sûr, sont optimistes. On va améliorer certainement notre classement. Est-ce que vous avez, parce que je rappelle là, je m'adresse à Prime Cédric qui est économiste chevronné, donc les chiffres. En 2021, le PPS c'était à peu près 378 000 voix aux élections législatives, ce qui en soi, en termes de déclinaison, vous a permis d'avoir 22 députés sur 395 au Parlement. Est-ce que l'objectif, c'est de passer de 378 000 voix à 500 000 voix, à 600 000 voix, à doubler? Oui. On va parler franchement sur cette question-là. Nous avons, d'abord, on ne sait pas combien de nouveaux inscrits. On n'a pas encore le résultat, il y a de la deuxième vague de réinscription. Le dernier comptage, c'était 16 millions d'inscrits. On a ouvert les listes d'inscription électorale. Apparemment, il n'y a pas eu... Pas eu d'engouement. Il n'y a pas eu de réel engouement, en tout cas, a priori. Il n'y a pas d'engouement considérable. Et c'est bien dommage. C'est pour cela que, normalement, on aurait dû inscrire automatiquement tous les Marocains qui arrivent à l'âge de 18 ans, d'autant plus que, actuellement, tout le monde, 100% de Marocains, ils ont la carte nationale. Et là, ça pose problème. Pourquoi on n'inscrit pas automatiquement les gens? Parce que si on les inscrit, on va passer de 18 millions actuels, à 28 millions. Et on se retrouve avec un nombre de participations extrêmement faible. Et ça va poser le problème de la légalité du scrutin. Quand on a un taux de participation de 15%, c'est dommage, c'est pas sûr. Donc, il y a un problème sérieux. En tout cas, on va démarrer. Il y a un problème sérieux. En tout cas, ces élections-là, et on dirait, pour être très clair, qu'il y a des milieux qui ne voient pas d'un bon œil que les gens s'inscrivent massivement. Pourquoi? Des milieux politiques? Des milieux politiques? Oui, des politiques. Parce que ceux qui achètent les voix, ils n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait beaucoup d'inscrits. Parce que ça va leur coûter cher. c'est pour les questions purement financières, c'est l'approche purement financière. Mais bien sûr. Mais là, juste sur le PPS, parce qu'il nous reste quelques minutes. C'est-à-dire, je rappelle le PPS en 2021, lors des élections législatives. Et dans quel contexte? Non, mais il y avait 3 échéances en même temps. Quand on a analysé les élections, en 2021, il y a eu des sacs d'argent. C'est des millions qui ont été distribués. Sous l'œil des autorités. Est-ce que vous allez, donc ça veut dire quoi? Si on refait le même scénario, ça va être catastrophique pour notre pays. L'objectif chiffré du PPS. L'objectif du PPS, je vous dis. D'un point de vue politique, par rapport à l'échéance du 26 septembre prochain. On espère d'abord que les élections se déroulent dans un cadre différent de 2021. C'est-à-dire avec quand même que les autorités savent très bien les trafiquants de drogue. Le ministère de l'Intérieur a prévenu qu'ils allaient veiller au bon déroulement du scrutin. Il faut qu'il y ait un bon déroulement du scrutin, que la justice intervient à chaque fois qu'il y a des dépassements, qu'il y a un truc d'urgence quand on peut faire. Parfois, quand on fait la campagne électorale, vous avez les informations, vous informez le parquet pour qu'il intervienne, ils mettent beaucoup de temps
Alors que là, il faut des mesures d'urgence. Quand il y a des gens en train de distribuer l'argent dans un quartier, et que vous leur dites, voilà, dans tel quartier, alors l'argent se distribue la nuit, à minuit, à 1h du matin, à 2h. Objectif, simplement. L'économie, c'est que nous allons 378 000 voix en 2021. Vous tablez sur combien? On va améliorer notre score. Je ne vais pas vous dire qu'on va être les premiers, ça, mais si les élections sont passées de façon régulière, nous pouvons aspirer à être les premiers. Mais dans l'état actuel des choses, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que je vous dis le cadre dans lequel nous travaillons. Même les lois électorales, etc., on nous a promis qu'on va changer, et on n'a rien changé, en fait. Dernière petite question. Des petites modifications. Là, c'est l'économiste, une fois de plus, à qui je parle, pour être quasiment dans les top 3, top 4, le 26 septembre prochain, il faudra faire au moins 800 000 voix. Ça, c'est, je ne vais pas dire que c'est mathématique, je ne vais pas dire que la politique et que l'élection, c'est assez mathématique. Mais là, on se dit, voilà, la valeur aujourd'hui. S'il y a un vote du jeu, nous avons beaucoup travaillé. Oui. S'il y a un vote du jeu, on va passer de 500 000 voix, ce qu'on a eu la dernière fois. 500 000, si on arrive à. Il faudra quasiment doubler, hein. Au moins 300, au moins plus. À doubler. Ouais. Si on arrive à doubler le voix, on va se retrouver parmi les 3 premiers. Parmi les 3 premiers. Ça, c'est l'ambition du PPS? Non, c'est-à-dire, on ne peut pas faire des prévisions chiffrées. Vu le contexte. La politique, c'est pas l'économie? Non, c'est pas l'économie. Même l'économie, c'est difficile. Raison de plus pour la politique. En politique, il faut travailler sérieusement. Et parfois, il y a des surprises. Ça, c'est il faut s'attendre. On s'attend à une surprise positive. Une surprise positive pour le 26 septembre. Je ne vais pas vous mentir, voilà, on fait des pronostics pour avoir 30, 40, 50 députés, non. En l'état actuel, on ne peut pas, sincèrement, moi personnellement, je ne peux pas m'aventurer pour avancer un chiffre. En tout cas, vous en avez 22 là, vous espérez en avoir plus. Je vous assure que le parti va faire des progrès. Il va progresser. Le parti du progrès et du socialisme, le parti va faire du progrès. Parce qu'on travaille régulièrement, le parti a le vent en poupe, on n'a pas de problème en interne, il est bien. Ce sera la dernière campagne d'ailleurs menée pilotée par le secrétaire général, Nabil Ben Abdallah, qui a d'ores et déjà annoncé, c'était sur une chaîne télé d'ailleurs, publique, le fait que ça serait sa dernière élection et qu'ensuite il passerait le relais. Via l'organisation d'un congrès. Je crois qu'il est sincère dans ses déclarations. Et c'est de son intérêt, parce que comme c'est une charge difficile. Hein. Moi, je lui tire chapeau d'avoir... troisième mandat, quatrième mandat. Quatrième mandat. Beaucoup. Et je sais le travail qu'elle fait. C'est épuisant. Moi, sincèrement, je ne peux pas le faire. Parce que donc, vous ne serez pas candidat de toute façon pour succéder à Nabil Ben Abdallah? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Mais bon, demain, ça pourrait évoluer. Tout est possible dans la vie. Complètement. Tout est possible. Justement, dernière petite question, parce qu'on a démarré cette thématique de débat, 7e sens, en mettant en équation à la fois la Coupe du Monde 2026 et les chances électorales des élections législatives qui vont se dérouler le 26 septembre prochain. On est à J-2 de Maroc-France, quart de finale. Est-ce que vous avez un pronostic, une projection, parce que en politique, c'est difficile de faire des projections. En économie, c'est difficile de faire des projections. Est-ce qu'au niveau football, c'est difficile de faire des projections et d'établir un pronostic? Moi, je l'ai dit au départ, ça va se jouer peut-être, comme disent les sportifs, sur des détails. Je ne suis pas un professionnel de sport, mais j'aime bien regarder les matchs, que ce soit quand il s'agit des Maroc ou des Champions League, ou tout ça. Je me retrouve. Parce que j'ai toujours joué le sport, même quand j'étais enfant, dans d'autres conditions. D'accord. Je ne vais pas vous les raconter. C'était avec le papier du sucre, là. Oui. On roule avec du scotch. On roule avec du scotch, à la ficelle. Et on joue. Mais c'est comme ça. Et par la suite, je jouais un petit peu gardien de but. D'accord, voilà. Donc on a parlé des choses. Je sais bien me protéger. C'est-à-dire ancien joueur de Russie. Donc je ne vais pas vous dire, bien sûr, humainement. Vous avez dit 50-50. 50-50. Et j'espère que c'est le Maroc qui va gagner. D'autant plus que lors de la rencontre de Doha, on s'est fait piéger. Mais on ne va pas revenir au passé.
parvenir à le passer, mais effectivement, cette demi-finale, défaite 2-0 avec un premier but qui avait été inscrit d'ailleurs par Théo Hernandez à la 5e minute. Donc de faire très attention aussi de ne pas encaisser un but très tôt comme ce qui s'était passé. C'était le scénario de Doha au Qatar en 2022. J'espère qu'il n'y aura pas d'intervention extérieure, que les choses se passent de façon sportive et que le meilleur gagne. Et que le meilleur gagne. Pour jouer sportivement. Et je pense qu'on peut faire confiance. Les Français, c'est nos amis. Nous avons beaucoup. Ça reste que du sport, ça reste que du football. Mais le sport, c'est autre chose. Complètement, il y a la police. D'ailleurs, comme l'a dit Hakimi, il m'a dit que Mbappé, c'est mon ami, mais sur le terrain, on n'est pas des amis. Le terrain, bien sûr. Merci. Chacun tire de son côté. Complètement. En tout cas, ça sera. On leur souhaite bonne chance et bonne chance à nous. Bonne chance à nous. Et notre pays a besoin de se défouler un petit peu. Eh ben oui, parce que comme on n'arrive pas à se défouler, compte tenu que le peuple a du mal à se défouler, puis il y a des vrais discours et des vrais débats politiques, donc il se défoule avec le sport et le football en particulier. Merci infiniment, Abdeslam Sderi, ancien, je rappelle que vous avez été ministre en charge de l'emploi, économiste et membre du bureau politique du PPS, le parti du progrès et du socialisme, et vous avez déjà d'ores et déjà annoncé que le Parti du progrès fera des progrès aux prochaines élections. Exactement. Pour être le plus complet possible. Et je persiste et signe. Persiste et signe. Merci infiniment à vous, c'est toujours un plaisir. C'est Abdeslam Sderi. Merci à vous. Et puis à très bientôt, puis on croise les doigts pour jeudi. Merci à vous.